Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un chapitre vraiment clé de votre programme de seconde. Comment le modèle politique britannique a-t-il pu influencer le monde? Alors pour bien comprendre, il faut s'imaginer la scène. Pendant qu'en France, Louis XIV, le roi Soleil, est au sommet de son pouvoir absolu à Versailles, de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, il se passe quelque chose de totalement différent. Et cette différence, vous allez voir, elle n'est pas du tout anecdotique, elle va littéralement façonner notre monde moderne. Alors voilà la question un peu provocatrice qui va nous servir de fil rouge. En regardant ce qui s'est passé en Grande-Bretagne puis en Amérique, on va se demander comment des guerres civiles, des conflits parfois ultra-violents, ont finalement pu donner naissance à des régimes basés sur la liberté et la représentation. C'est notre problématique, le cœur de notre analyse. Regardez bien ces deux images. À gauche, on a une scène assez calme, presque un contrat. C'est la glorieuse révolution en Angleterre qui met en place une monarchie parlementaire. Et à droite, le chaos d'une bataille, la guerre d'indépendance américaine qui va fonder une république. On a donc deux types de violences, deux contextes très différents. Mais il y a une idée commune qui les traverse, la quête de la souveraineté du peuple et la protection des droits de chacun. C'est ce lien, cette transmission d'idées qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Allez, on commence par le début. On remonte le temps, direction l'Angleterre du XVIIe siècle. Là-bas, le conflit n'est pas entre deux pays, non, il y a l'intérieur même du royaume. C'est un choc frontal entre deux visions du pouvoir. Cette carte de 1842 nous montre un pays littéralement coupé en deux. D'un côté, en rouge, les royalistes, qui soutiennent le roi et son pouvoir absolu. De l'autre, en jaune, les partisans du Parlement, qui estiment que le roi doit partager le pouvoir avec les représentants de la nation. C'est vraiment un clash entre deux légitimités, et ça va faire basculer le pays dans une guerre civile terrible qui va durer presque 10 ans. Et en seulement 3 ans, regardez la carte, le rapport de force s'inverse complètement. Les armées du Parlement, menées par un certain Oliver Cromwell, prennent le dessus. Et la guerre se termine par un acte absolument inouï, un vrai traumatisme pour toute l'Europe de l'époque. Le roi, Charles Ier, est jugé pour trahison par son propre peuple, et il est décapité en 1649. C'est un séisme. Pour la première fois, un roi est exécuté au nom de la souveraineté du peuple. Mais alors, pourquoi cette guerre? Pour comprendre, il faut jeter un œil à ce schéma. Au début du siècle, le roi a un pouvoir quasi total. C'est lui qui convoque le Parlement quand il veut, qui peut le renvoyer, qui peut ignorer les lois. Bref, il fait un peu ce qu'il veut. Et c'est justement contre cet arbitraire que le Parlement va se révolter. Après des décennies de chaos, de guerre civile, les Anglais auraient pu revenir à un pouvoir absolu pour rétablir l'ordre. Eh bien, pas du tout. Au contraire, ils vont inventer un système politique complètement nouveau, une sorte de compromis intelligent entre le pouvoir du roi et celui du Parlement. La première étape essentielle, c'est cette loi de 1679, l'habeas corpus. Retenez bien ce terme, il est fondamental encore aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire que personne ne peut être jeté en prison sans une raison valable, vérifiée par un juge. Fini l'arbitraire du prince. C'est une protection énorme pour la liberté de chaque individu face à l'État. Le vrai tournant, c'est en 1688, avec ce que les Anglais appellent la Glorieuse Révolution. Alors pourquoi glorieuse? Tout simplement parce qu'elle s'est faite presque sans une goutte de sang. Le roi de l'époque, Jacques II, est jugé trop autoritaire. Alors on le pousse gentiment vers la sortie, en exil, et c'est le Parlement qui va choisir ses successeurs, Guillaume et Marie. Mais attention, il leur impose de signer une sorte de contrat avant de monter sur le trône. Le fameux Bill of Rights, la Déclaration des droits de 1689. Et ce point-là est absolument crucial. Lisons cet extrait. Il est désormais illégal pour le roi de lever des impôts sans l'accord du Parlement. Vous voyez ce que ça veut dire? Le pouvoir de l'argent, le nerf de la guerre, change de main. Il passe du roi au représentant de la nation. Celui qui contrôle le budget, c'est celui qui a le vrai pouvoir. Maintenant, si on compare avec le schéma du début, le changement est radical. Le roi ne gouverne plus seul. Certes, il choisit ses ministres, mais c'est le Parlement qui vote les lois, et surtout qui contrôle les impôts. C'est la naissance de la monarchie parlementaire, un modèle politique unique en Europe à cette époque. Bon, ce nouveau modèle basé sur les libertés, il ne va pas rester sagement confiné en Angleterre. Il va inspirer des philosophes partout en Europe, comme Montesquieu ou Voltaire. Mais c'est dans les colonies britanniques d'Amérique que cette idée va avoir un effet explosif. Plantons le décor. Nous voilà de l'autre côté de l'océan Atlantique. On a là les 13 colonies britanniques installées sur la côte est de l'Amérique du Nord. Les gens qui vivent là, souvent d'origine anglaise, se considèrent comme des citoyens britanniques à part entière avec les mêmes droits que ceux garantis par le Bill of Rights.
Sauf que la relation entre les colonies et Londres n'est pas si simple. Elle est surtout économique. Ce schéma montre bien le système de l'époque. Les colonies doivent enrichir la métropole. Elles fournissent des matières premières pas chères et en échange, elles sont obligées d'acheter les produits anglais. Le problème, c'est que le Parlement de Londres se met à voter des taxes de plus en plus lourdes pour les colons, mais sans jamais leur demander leur avis. Et c'est là que naît leur slogan directement inspiré de leur culture politique britannique, pas de taxation sans représentation. Cette phrase, elle est tirée d'un petit livre de Thomas Paine, Le sens commun, qui a eu un succès phénoménal à l'époque. Et elle résume parfaitement le changement de mentalité. Le lien avec l'Angleterre, qui était une protection, est devenu une chaîne. L'indépendance n'est plus un rêve, ça devient la seule solution logique. C'est fascinant de voir comment les Américains utilisent les propres idées de liberté des Anglais pour les retourner contre eux. La rupture devient donc inévitable, et elle débouche sur la Révolution américaine. Mais attention, cette révolution, qui est menée au nom de la liberté universelle, porte en elle des contradictions énormes, et ce, dès le premier jour. Voici les grandes étapes, en accéléré. Ça commence par des actes de rébellion symboliques, comme la Boston Tea Party, où des colons jettent du thé anglais à la mer. Puis, c'est l'engrenage, la déclaration d'indépendance en 1776, une guerre longue et difficile, et enfin la victoire et la création des États-Unis d'Amérique avec George Washington comme premier président. Voilà la promesse. C'est sans doute l'une des plus belles phrases de l'histoire politique. Une affirmation universelle. Tous les hommes naissent égaux. C'est un idéal magnifique qui va avoir un écho dans le monde entier. Mais il y a un mais. Mais la réalité, la voici, brutale. Au moment précis où Thomas Jefferson écrit que tous les hommes sont créés égaux, lui-même étant propriétaire d'esclaves, des centaines de milliers de personnes sont traitées comme du bétail. Ce document, une simple annonce pour une vente d'esclaves, nous montre le fossé immense entre le discours et la réalité. Et cette contradiction, elle est inscrite dans la géographie même du pays. Regardez la carte. Dès la naissance des États-Unis, on voit une fracture très nette entre les États du Nord qui, petit à petit, abolissent l'esclavage, et les États du Sud, où toute l'économie et la société reposent sur ce système. Le pays est né avec cette division. Ce graphique le montre de façon chiffrée. En 1790, presque 18% de la population, c'est-à-dire près d'un habitant sur 5, est composée d'esclaves d'origine africaine. Ces personnes sont totalement exclues de la promesse d'égalité, tout comme les Amérindiens d'ailleurs. Le peuple dont parle la Constitution, en réalité, c'est un groupe très restreint, les hommes blancs et le plus souvent propriétaires. Bon, on a vu beaucoup de choses, de la guerre civile anglaise à la naissance des États-Unis. Essayons de synthétiser, de voir ce qu'il faut absolument retenir de tout ça. Alors, pour en revenir à notre question de départ, est-ce qu'une démocratie peut naître de la violence ? L'histoire des XVIIe et XVIIIe siècles nous montre que oui, la violence peut être un moteur de changement politique qui mène à plus de liberté. Mais elle nous montre aussi que les idées, comme celle du Bill of Rights, voyagent, se transforment et peuvent servir à justifier de nouvelles révolutions. Et enfin, peut-être la leçon la plus importante, la liberté et l'égalité ne sont jamais des concepts abstraits. Chaque modèle politique à chaque époque définit très concrètement qui a le droit d'être un citoyen et qui en est exclu. Et ça, évidemment, ça nous ramène à une question pour notre époque. Si on regarde nos propres sociétés, nos démocraties actuelles, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si certains groupes ou certaines personnes ne sont pas d'une manière ou d'une autre encore exclus d'une pleine citoyenneté ? L'histoire, vous le voyez, ce n'est pas juste l'étude du passé, c'est aussi un miroir qui nous aide à mieux comprendre le monde dans lequel on vit.